Une question essentielle occupe le débat public aujourd'hui, c'est la question qui concerne le devenir de l'industrie, la place qu'a avoir l'industrie dans le monde de demain. Soit l'industrie continue à se développer tel que se développe, plus exactement, elle continue à être confrontée au problème de la désindustrialisation, et on peut arriver à des situations très graves où finalement l'industrie n'a plus de devenir dans des pays comme le nôtre. C'est l'industrialisation poussée à son paroxysme. Soit on cherche à concevoir, mettre en œuvre des politiques qui visent la réindustrialisation, c'est-à-dire qui s'opposent à cette désindustrialisation, mais qui s'y opposent en reprenant les logiques de développement qui ont été les logiques de l'industrie il y a 10 ans, 20 ans. Soit on cherche une nouvelle place à l'industrie, on cherche à faire en sorte que cette industrie renouvelle son mode de développement, et on cherche alors à inscrire l'industrie dans un autre devenir que la désindustrialisation ou la réindustrialisation. Cet autre devenir, cette autre place, c'est ce que j'appelle la logique servicielle. C'est mettre l'industrie, ou inscrire l'industrie dans une dynamique servicielle, c'est-à-dire dans une dynamique qui prenne en compte les grandes transformations structurelles de notre temps et qui prenne en compte les grands enjeux de notre temps, notamment en matière de développement durable. Inscrire l'industrie dans une perspective de développement durable, c'est mettre l'industrie au service des services. Il faut bien comprendre que l'industrie, depuis maintenant une vingtaine d'années, a changé assez radicalement son rapport à la performance. Autrefois, c'est-à-dire dans les années d'après la Première Guerre mondiale, juste après la Seconde Guerre mondiale, ce qu'on appelle après la Seconde Guerre mondiale les 30 Glorieuses, l'industrie organisait son rapport à la performance autour de 3 registres. Premièrement, la qualité des biens. Deuxièmement, la productivité obtenue par les économies d'échelle, par l'intensification du travail, par le progrès technique, par la spécialisation du travail. Et d'autre part, la rentabilité, mais la rentabilité était un résultat et de la qualité et de la productivité, c'est-à-dire de la capacité à utiliser de moindres ressources par produit, par bien produit. Ce rapport à la performance historique a été bousculé par la globalisation et la financiarisation de l'économie depuis une vingtaine d'années. La logique de financiarisation a mis au poste de commande la question de la rentabilité, voire même à considérer que seule la rentabilité est véritablement l'indice de performance d'une entreprise. Et en mettant en avant à ce point-là la question de la rentabilité, eh bien, ce rapport à la performance a rendu secondaire la question de la productivité effective et d'autre part la qualité des biens et des services. La qualité des biens et des services est devenue résiduelle. Enfin, les préoccupations sociétales, comme par exemple les préoccupations qui concernent l'environnement, qui concernent la vie dans la cité, qui concernent la santé, qui concernent la qualité de l'alimentation, ces grandes questions sociétales ont été considérées ou sont considérées aujourd'hui par le poids de la finance dans l'industrie comme des considérations secondaires négligeables. Les externalités ne sont pas à prendre en compte par l'entreprise sous domination financière. Le deuxième grand problème de cette logique qui vise à financiariser l'industrie, c'est le rapport au travail. Le travail qui était avant la base de la création de la valeur, la question qui était essentielle pour créer des biens, des services, est complètement négligée. D'abord, la valeur ne provient plus du travail. La valeur provient d'une combinaison d'investissements, de placements. La valeur provient essentiellement de la pertinence des placements financiers, des agencements financiers. Le travail est considéré comme secondaire. Deuxièmement, on ne s'intéresse plus réellement au sens du travail. À force de parcelliser le travail, de le mettre dans des silos, de considérer que chaque personne, voire chaque service, doit obtenir des résultats financiers, à force de financiariser les résultats du travail,
le sens du travail bien fait, le sens de ce qui est utile à propos des services, de ce qui est original dans l'usage de biens, ces questions-là tombent. Et c'est très grave parce que si le sens du travail se réduit, si les gens ne savent pas exactement pourquoi ils travaillent, alors ils se désengagent du travail. Ils se désengagent ou ils en tombent malades. Ils en tombent malades, et c'est pourquoi on voit se développer aujourd'hui l'absentéisme pour des raisons de maladies psychosomatiques, des maladies ou des maladies mentales, c'est-à-dire des dépressions, des burn-out, voire même des situations extrêmes comme le suicide. La situation du travail à l'heure actuelle est extrêmement préoccupante. Extrêmement préoccupante. Cette logique industrielle sous domination de la finance a deux effets pervers majeurs. Un effet pervers, on pourrait dire écologique, le rapport de la société au développement durable, et un effet pervers majeur à propos du travail. Comment se sortir de là? Il ne s'agit pas simplement de mettre la finance à sa place. Il s'agit en réalité de trouver une autre orientation. Pour quelle raison? Eh bien, d'abord, il faut bien comprendre que si la finance a pris une telle place, c'est que préalablement, le monde industriel était déjà au bout d'un certain nombre de limites. Avant même la financiarisation, les marchés des biens, dans la plupart des pays développés, étaient des marchés saturés, des marchés matures. Il n'y avait déjà plus à l'époque, c'est-à-dire dans les années 70 et 80, de véritables formes de développement industriel dans nos pays développés. Le monde des services était déjà en croissance. Le monde des services, dès le milieu des années 70, et en particulier dès les années 80, vont devenir, ce monde des services, les secteurs moteurs de la croissance dans les pays développés. Les limites du développement industriel étaient posées avant même la financiarisation. La question du sens du travail était déjà posée. Il ne faut pas considérer les 30 Glorieuses comme une période magnifique. Le sens du travail était déjà altéré avant les années 90, 2000, avant la financiarisation. Les questions écologiques étaient posées. René Dumont posait ces enjeux-là dès les années 70. Les questions que pose la financiarisation, c'est une accélération, c'est une aggravation des problèmes posés avant la financiarisation et la globalisation. Il ne s'agit donc pas de se remettre dans une situation où on retrouverait une économie, une industrie des années 60-70. Ça n'a aucun sens, puisque c'est cette industrie dans les années 60-70 qui a conduit à ces problèmes écologiques, qui a conduit à la perte de sens du travail, qui a conduit à la place in fine de cette surenchère financière que l'on va connaître plus tard. Il faut donc concevoir quelque chose de nouveau. Il faut sortir des anciens carcans, concevoir quelque chose de nouveau. Ces éléments nouveaux relèvent d'une logique que j'appelle ici servicielle, au sens de mettre l'économie au service de la population de la planète, mettre l'économie et l'industrie au service des attentes des autres entreprises, des entreprises ou des ménages. Et ça passe par deux questions très importantes. Ça passe par le fait que la performance va être captée, va être envisagée à partir de deux autres registres qui complètent la qualité, la productivité et la rentabilité. Il faut absolument faire en sorte de réfléchir aux effets externes de l'activité productive sur l'environnement, que ce soit l'environnement écologique ou l'environnement sociétal. Les externalités environnementales deviennent une question centrale de la performance. Le deuxième aspect des externalités, c'est les questions sociales. Depuis 20 ans, les inégalités sociales ne cessent de croître. Les inégalités aujourd'hui se développent sur la base des revenus, de la distribution des revenus, mais aussi sur la façon dont les services sont accessibles par les populations. Concevoir une économie qui prenne en charge ces externalités, c'est concevoir des modèles économiques d'entreprise qui ouvrent leur registre de performance à l'enjeu de l'externalité. L'autre point, c'est ce que j'appelle le registre de la réflexivité. Selon les conditions dans lesquelles on produit, selon les conditions dans lesquelles on met en œuvre le travail, selon les conditions dans lesquelles on organise le travail, eh bien, cette organisation, ce management, cette dynamique a des effets positifs ou négatifs sur les ressources immatérielles qui ont été mobilisées. Les entreprises sont confrontées aujourd'hui à 5 registres de performance. La qualité de ce qu'ils font,
la productivité, c'est-à-dire les économies de ressources qu'ils mettent en œuvre, les effets d'externalité, les effets sur la société, en dehors du seul périmètre de l'entreprise, les effets de réflexivité, c'est-à-dire les effets sur leurs ressources, les ressources immatérielles, et enfin seulement la question de la rentabilité. La prise en compte de ces 5 registres de la performance, c'est ça, ce que j'appelle ici la logique servicielle de performance. Passer à une logique servicielle de performance est très certainement le devenir de l'industrie. Alors, pour aller dans ce sens-là, il est nécessaire que les entreprises, notamment industrielles, revisitent leur modèle économique. C'est-à-dire, fassent évoluer ce modèle, changent de trajectoire de développement, et c'est ce que nous appelons l'économie de la fonctionnalité. C'est la possibilité, notamment pour les entreprises industrielles, au lieu de produire, de vendre des biens, de se préoccuper de l'usage de ces biens, de la façon dont ces biens rendent ou ne rendent pas service. Si on s'intéresse à la façon dont les biens rendent ou ne rendent pas service, alors on ne peut pas s'intéresser qu'au bien lui-même. Il faut aussi s'intéresser aux conditions dans lesquelles ce bien va être utilisé. En d'autres termes, on va s'intéresser aux services qui lui sont associés. La façon dont ce bien s'intègre dans d'autres logiques, notamment d'autres activités de service. Par exemple, une automobile, l'intérêt, ce n'est pas de l'automobile, pas elle-même. L'intérêt, c'est comment cette automobile s'inscrit dans des dispositifs de mobilité. Comment l'automobile trouve une place dans une mobilité, soit à l'intérieur d'une cité, soit entre cités, soit à l'échelle planétaire. En d'autres termes, la question n'est plus la question du bien par lui-même, mais la façon dont ce bien est utilisé, donc l'usage de ce bien, dans un cadre plus vaste, qui relève ce qu'on appelle une solution intégrée biens et services, c'est-à-dire dans l'espace d'une solution qui renvoie à des enjeux de service, des enjeux comme la mobilité. Ce que je viens de décrire très succinctement à propos d'un bien, l'automobile, et à propos de services qui sont des services de mobilité, on peut le reprendre pour d'autres sphères d'activité. Vous voyez qu'ici, la question de la place des biens est différente que dans un monde et une société industrielle. Les biens sont retenus du point de vue de leur pertinence au regard des services qu'ils rendent, mais dans un ensemble plus complexe d'activités, ce qu'on appelle ici les activités servicielles. Alors, ça demande aux entreprises, bien entendu, de changer la conception de l'innovation. L'enjeu n'est moins une innovation technologique sur le bien qu'une innovation de service. Comment ces biens rendent service? Comment ils s'insèrent dans d'autres services? Ça passe par une innovation qui est moins une innovation technologique et plus une innovation sociale, une compréhension des attentes des populations, une compréhension de la spécificité de ces attentes, de la diversité, de leur personnalisation, quelquefois même. Cela demande une attention plus grande aux entreprises, quelles qu'elles soient, quel que soit leur secteur d'activité. Ces entreprises ont besoin à la fois bien entendu, de biens, mais c'est bien inscrit dans une logique qui permette au travail de ces entreprises d'être efficace, de se déployer, d'être utile. Autre aspect de ce nouveau modèle, c'est un nouveau modèle qui va se préoccuper des externalités et donc repérer à travers le système d'acteurs autour des entreprises quels sont ces acteurs qui sont affectés par des effets négatifs de l'activité productive ou de l'usage des produits, des biens qu'ils réalisent dans leur territoire, prendre en compte ces externalités négatives et faire en sorte, en prenant en charge, de les internaliser et à ce moment-là, changer leur modèle de financement de l'activité. Ça demande donc des formes de coopération renouvelées avec des partenaires, avec des bénéficiaires, avec des territoires. Cela demande donc, à travers cette forme de coopération, de changer le travail, de faire en sorte que le travail lui-même soit en capacité de sortir de cette organisation par silo, sortir de cette organisation spécialisée et s'ouvrir au monde, s'ouvrir aux autres, rentrer dans une relation de service avec les autres et de renouer avec l'idée de la coopération fondamentale quant à la reconnaissance du travail. Cela demande, in fine, de changer les modes de gestion, abandonner l'idée que tout est mesurable, abandonner que tout est dénombrable, prendre en compte le fait que dans cette dynamique, certaines ressources essentielles, la confiance, la compétence, la pertinence, la santé, que ces ressources essentielles puissent être mobilisées, engagées dans la production, sans que pour autant elles soient mesurées. Il s'agit donc de concevoir des dispositifs d'évaluation qui portent en eux-mêmes une logique de stratégie, une logique stratégique,
mais une intention stratégique vis-à-vis de la société, vis-à-vis des territoires, donc une capacité à créer à côté des indicateurs toujours utiles qui concernent des mesures que les gestionnaires adorent, construire à côté des dispositifs plus politiques, plus stratégiques, qui donnent une appréciation par l'ensemble des parties prenantes de l'utilité de ce qui est fait, de la pertinence de ce qui est fait. C'est une façon de remettre à sa place les gestionnaires, de lutter contre la dérive gestionnaire et d'engager ainsi les entreprises, qu'elles soient notamment les entreprises industrielles, vers un nouveau mode de pilotage, ce que j'appelle le mode de pilotage de serviciel, c'est-à-dire un mode de pilotage qui repose quant au fond à un management coopératif. On ne peut plus être dans des marchés qui fonctionnent par des logiques transactionnelles. Il faut arrêter d'être préoccupé uniquement par la vente de biens et à travers des actes de propriété de ces biens. Il faut au contraire envisager, à travers l'échange qui reposerait sur l'offre de l'usage de ces biens, des services qu'ils présentent, de trouver des nouvelles formes contractuelles, des nouvelles relations financières entre partenaires qui, cette fois-ci, ne sont pas obnubilées par la rentabilité, comme le critère numéro 1, mais qui soient préoccupés des formes de coopération et de le caractère pertinent de ce qui est réalisé par ces écosystèmes productifs, c'est-à-dire cet ensemble de partenaires dans lequel les industriels vont avoir une place essentielle. Mais, bien entendu, cela exige de mettre la rentabilité à sa place, cette fois-ci, ce que j'appelle la rentabilité raisonnable, c'est-à-dire retrouver des ratios qui soient en phase avec le mode de développement et le rythme du développement. C'est ainsi que l'on peut entrevoir, concevoir, mettre en œuvre une logique industrielle renouvelée, dans laquelle, cette fois-ci, l'industrie n'est plus engagée dans une dynamique industrielle, mais dans une dynamique servicielle, et c'est à la mesure de sa capacité d'entrer dans une dynamique servicielle qu'elle assoit alors sa pérennité, parce qu'elle légitime sa place dans un développement économique renouvelé dans les pays développés. Vous voyez que la question de l'avenir de l'industrie est essentielle, mais cet avenir de l'industrie ne peut prendre corps de manière sérieuse que si on envisage de nouveaux modèles de développement et de nouveaux modèles économiques à propos des entreprises, ce que l'on appelle ici la logique servicielle et le modèle de l'économie de la fonctionnalité. La dimension servicielle de la performance renvoie, en dehors des questions d'externalité et des questions de réflexivité, à une modification du rapport à la qualité. Quand Michelin, par exemple, au lieu de vendre des pneus, les loue à des flottes d'autocars ou de poids lourds, eh bien, Michelin est amené à s'intéresser au travail des conducteurs, et donc à engager une relation avec les conducteurs, et cette fois-ci la qualité du service, c'est-à-dire la durabilité de l'usage des pneus, va dépendre de la qualité de la coproduction, et donc de l'engagement des bénéficiaires. Ici, il y a quelque chose de très particulier dans la qualité de la solution, c'est-à-dire du service rendu. Cette qualité n'est plus uniquement dépendante du prestataire, c'est-à-dire de l'entreprise, et là de l'entreprise industrielle, mais elle est dépendante également des conditions d'usage des biens, c'est-à-dire de la façon dont le bénéficiaire agit et utilise le bien, et les conditions dans lesquelles le bénéficiaire agit et utilise les biens vont être elles-mêmes dépendantes des relations qui sont établies entre l'entreprise industrielle et les bénéficiaires. Il y a donc ici une originalité très importante dans la question de la qualité, avec une possibilité de développer des logiques de personnalisation des services ainsi obtenus. L'autre aspect qu'il s'agit de revisiter à propos de la qualité, c'est que la qualité va mettre en œuvre des dimensions très immatérielles. Le modèle industriel se préoccupe principalement des dimensions mesurables de la qualité. Des mesures de rapidité, des distances, des choses que l'on va pouvoir dénombrer, mesurer, c'est-à-dire envoyer un étalon de mesure. Mais la qualité est difficilement appréhendable dans le modèle industriel lorsqu'elle a à voir avec des enjeux plus immatériels. Par exemple, la confiance. La confiance dans la conduite. Est-ce qu'on a confiance dans les pneus utilisés? Est-ce qu'il y a de la confiance qui va être mobilisée et obtenue grâce à la solution proposée par Michelin?
D'autres dimensions immatérielles ces dimensions peuvent être très nombreuses. Et la qualité dans le monde serviciel repose en grande partie sur ces éléments d'ordre immatériel non mesurables, ce qui nécessite des logiques d'évaluation. Encore une remarque sur le registre, sur la façon dont les entreprises appréhendent la performance lorsqu'elles s'engagent dans une logique servicielle, c'est la productivité. La productivité existe toujours, c'est les exigences de productivité. Essayer de faire des économies de moyens pour réaliser un bien ou des services existe toujours. Mais ces économies de moyens vont reposer sur d'autres déterminants que dans une logique industrielle. Par exemple, il s'agit moins d'envisager les économies d'échelle que d'envisager les logiques de réactivité, de flexibilité. Il s'agit moins d'envisager des processus de spécialisation que des processus de ce que j'appelle de complémentation, c'est-à-dire le caractère complémentaire, la pertinence du caractère complémentaire des compétences qui sont mobilisées pour réaliser un travail. Il s'agit moins de s'engager dans une logique d'intégration à travers le progrès technique que de logique d'intégration à travers les dimensions immatérielles, notamment des connaissances qui sont mobilisées par l'activité productive. Il s'agit moins simplement des logiques d'apprentissage classiques que des économies d'adoption, c'est-à-dire rester fidèle, trouver des logiques de fidélisation des relations entre les prestataires et les bénéficiaires, de telle manière qu'à travers cette adoption, des routines s'engagent, cette fois-ci, pas simplement à l'intérieur de l'entreprise, mais entre les entreprises et les bénéficiaires, c'est-à-dire à l'intérieur des écosystèmes productifs. Vous voyez, les déterminants de productivité sont toujours des choses importantes à avoir en tête, mais le contenu de ces déterminants n'est plus le même. On passe d'un contenu qui était un contenu industriel, économie d'échelle, progrès technique, spécialisation, intensité du travail, à une logique servicielle.